On parle science? Allons-y. Allez, Louis, je te laisse, hein, vas-y, je t'en prie. Lance-le. Non, Lance-le. oui, Lance-le-moi, vas-y. c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis quelque temps. Par rapport, en fait, comme souvent d'ailleurs, quand on décide de parler de quelque chose, par rapport à des choses qu'on entend de nos proches, dans la rue, même si c'est bizarre d'écouter les gens dans la rue parler perso, mais il y a un truc dont on a un peu marre, c'est quand on dit ah mais c'est pas réaliste, par exemple, quand on va voir un film de science-fiction. Il y a toujours ces discours. Alors, il y a le contre-discours un petit peu simpliste de dire oui, mais c'est du cinéma, on fait ce qu'on veut. Et nous, on veut avoir un autre discours qui dit oui, c'est du cinéma, c'est de la fiction, donc évidemment, on arrange le réel à ce qu'on veut faire. Mais je pense que c'est intéressant de prendre la balance. Et donc, on a les deux exemples en tête, dont un que tu reviendras faire un peu plus tard. Donc, on a Star Wars, qu'on va traiter maintenant, et on va se poser la question, mais au final, est-ce que la science, c'est si important dans Star Wars ? En tout cas, le respect des règles, en tout cas, le respect de ce qui est vraisemblable et si important, par exemple, le son dans l'espace, etc. Dans l'espace, il n'y a pas de son, par exemple, ce qui va être respecté dans Gravity pour des raisons qui sont propres à Quaron, et pas respecté dans Star Wars pour des raisons qui sont propres au cinéma de spectacle. Et d'un autre côté, Seul sur Mars, par exemple, qui est un film qui se veut très réaliste et qui respecte pas forcément tout, mais est-ce que c'est si grave ? Donc aujourd'hui, on se disait, et si on parlait de science dans Star Wars, et surtout quel impact ça a sur la vision qu'on peut avoir des films, et puis peut-être que tu vas aussi aborder des points assez précis pour les développer. Bah en fait, ouais, j'ai pris pas mal d'exemples, et c'est vrai que de toute façon, la science avec le cinéma a toujours été franchement très liée. Alors, comme je te disais aussi, au niveau technologique, c'est vrai que on a découvert des nouvelles technologies, le cinéma en a profité. Bon, bah déjà la couleur. Déjà la couleur, là, c'était les chimistes qui avaient mis en place. Qu'on en avait parlé hier, bravo d'ailleurs. Bon, la caméra 3D, c'est vrai que tu avais expliqué à mes élèves que c'est pour avoir un autre support, pour éviter le téléchargement. Oui, en tout cas, ça a bien aidé. Les grosses techniques sont employées par Hollywood, qui va imposer une norme économique, et c'est en général en réaction à quelque chose qui menace le cinéma, comme le cinémascope avec la télé dans les années 50. Bon, bah, le DVD, le Blu-ray, etc., voilà. Tout ça, ça a été des technologies. Changement de fréquence au niveau du laser, et quand tu changes la fréquence, tu changes la couleur. Donc après, le rayon est devenu bleu, on appelait ça le Blu-ray, alors qu'avant, c'était rouge. Et bientôt, le Purple Ray va arriver. Voilà, et bah cette anecdote, tu l'avais... Oui, mon petit. Et bah tu sais que cette anecdote du Purple Ray m'a marqué parce que tu me l'avais déjà sorti quand je t'avais en cours, donc ça fait quelques temps. Et je me souviens que t'avais dit le Purple Ray. Ah, ça fait déjà. Mais oui, ça fait déjà, ouais. Ça fait déjà, non, ouais. Non, peut-être pas. Quoique, si. Si. J'avais 22 ans à l'époque. Et donc. Et ouais, non, mais man, on a le disque holographique qui va arriver, hein, carrément. Donc, on va limite arriver à graver au niveau de la molécule en elle-même. Et donc, on aura plus un CD sur une seule face, mais ça va être plusieurs CD. Donc, on va être carrément dans de la 3D. On va avoir une surface et tout en hauteur. Donc là, niveau quantité, apparemment, attendez-vous à un GTA 25 qui a une map de la taille de la Terre, quoi. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le cinéma qui en profite. Il n'y a pas que le cinéma, non, mon ami, il y a aussi les jeux vidéo. Surtout les jeux vidéo. Donc après, vous avez aussi donc une inspiration qui est mutuelle entre la science et le cinéma. Donc le cinéma, oui, a puisé énormément donc sur la science. Alors les plus connus, c'est les tunnels Einstein-Rosen, qu'on appelle plus communément les trous de verre. Ouais. Donc ça permet les voyages très très rapides dans l'espace. Oui. Non, désolé, ça n'existe pas. Mais j'aimerais bien. Vous avez, le cinéma permet que ça le cinéma le permet complètement, mais ça fait tellement plaisir. Le clonage. Donc là, on est plus dans la biologie, mais c'est vrai que le clonage, bon, il y a eu le clonage de Dolly, on en parlait déjà avant, mais vous avez des films comme Le Clone avec Bruce Willis. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, ça permet de se dire, tiens, si on se clonait, qu'est-ce qui se passerait, etc. C'est un vrai postulat de science-fiction. Voilà, là, complètement. Il y avait aussi les clones avec Elie Semoun et Dieudonné à l'époque. À l'époque. Et après, bon, aussi au niveau du clonage, il y en a un parce que c'est un film que j'ai adoré, c'était les réplicantes dans Blade Runner. Ouais. C'est pas vraiment des clones, mais ils utilisent donc de la technologie, de la biotechnologie pour pouvoir créer des êtres et leur font faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et après, bon, vous avez aussi la distorsion du temps autour du trou noir, principalement dans Interstellar, qui est réutilisé dans plusieurs endroits. Bon, vous avez le sens contraire aussi. On parlait de Star Wars, les hologrammes dans Star Wars, mais il y en a je sais pas combien qui essayent. Et là, on est vraiment dans la technologie de l'hologramme. Il y en a de plus en plus qui se font. Il y a une société américaine qui a demandé d'ailleurs en crowdfunding. Ils arrivent à faire
un espèce d'hologramme qui est vraiment, c'est tout à base de laser, etc. Alors, on n'a pas du tout la princesse Leia qui va apparaître. Hein. Non, c'est vraiment des segments, mais ça commence à apparaître. Et vous avez des chercheurs japonais, alors je suis incapable de vous donner le nom de la société, hein, mais ils ont réussi à faire des hologrammes tactiles. C'est-à-dire, alors par contre, mais par contre, c'est du 8 mm3. D'accord, c'est extrêmement petit, mais on arrive à le toucher et à pouvoir presque interagir. C'est ça qui est avec. génial en fait, c'est qu'on arrive à un stade où ça va être le cinéma, comme la science-fiction en son temps avec Jules Verne, etc., hein, qui a parlé de sous-marins avant que le premier sous-marin soit mis en marche. Mais... C'est cette idée que la fiction va nourrir l'imaginaire et qu'à partir de là, on va essayer de créer des choses. Et par exemple, prenez un exemple de la vie courante tout bête, c'est le hoverboard, les trucs qui roulent maintenant. Ça vient d'une obsession de vouloir avoir. Mais lui, sa chronique en l'air, hein, si tu. De retour à futur, quoi. Non, c'est bon. Parce que là parce aussi. C'est ça. Et oui, non, mais le hoverboard, là, on est complètement à fond dedans. Ça, c'est clair. Bon, il y a la société Lexus qui en a fait un justement d'overboard. Bon, c'est super, on peut naviguer dessus, mais seulement, ça utilise des aimants. Il a fallu faire donc une rambarde uniquement pour eux quand on fait la présentation à Barcelone. Et la batterie dure 10 minutes. Donc voilà, si t'as Biff-Tannen qui te court après, bon, ça va pas être évident en 10 minutes, hein, ça c'est clair. Mais voilà, puis les baskets auto-lassantes, si on continue aussi avec Retour vers le futur, mais elles, par contre, elles existent enfin. Ouais. Donc, et dans les hologrammes, là, il y a un concert avec Claude François et qui se joue, voilà, où il est en hologramme, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Et c'est vrai que les vidéos sont vraiment bluffantes. Hein. Ouais. Mais après, on a aussi tu vois, il y a, alors je sais plus laquelle, je crois que c'est BMW, ils veulent arriver à ce que tu aies un tableau de commande hologramme. Mais il y a déjà un peu ça sur certaines voitures où on a juste il n'y a plus l'écran. Alors c'est un faux hologramme. C'est un faux hologramme parce que c'est vraiment par le biais de miroir. De miroir, merci. Okay. De miroir c'est des reflets, pour donner un effet, voilà. Okay. Et après le vrai hologramme, c'est vraiment la lumière en elle-même qui va se mettre à tracer en 3 dimensions. Mais non, mais si après bon, ça fait un effet qui est incroyable, ça c'est clair. Bon après aussi au niveau alors là, on n'est plus vraiment dans le cinéma, mais la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Bon, alors c'est le chercheur japonais Susumu Tachi, qui est un très très grand chercheur hyper connu là-bas. Et en fait, il a créé une espèce de cape d'invisibilité où à l'arrière, vous avez une caméra et elle retransmet les informations devant. Oui, et franchement, je vous conseille d'aller voir sur Internet un petit peu. Alors, on le reconnaît, mais c'est vrai que ça fait quand même un effet assez impressionnant. Et donc, il voudrait améliorer sa technologie. Et j'ai trouvé le projet Luminance, qui appartient à Philips. Alors, Philips a réussi à créer carrément des t-shirts qui projette de la lumière. En fait, la fibre en elle-même projette de la lumière. C'est ce qu'on appelle les OLED. Donc, tout le monde doit en avoir avec ses écrans, etc. Tiens, regarde la geek. Avec son, voilà. Et en fait, OLED, c'est tout simplement une LED organique. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est organique ? C'est les plastiques. Donc, on arrive maintenant à avoir des écrans qui sont flexibles, etc. Et on arrive maintenant à tisser du tissu qui lui-même fait la lumière. Et donc, l'objectif, avec cette cape d'invisibilité plus ça, c'est que, l'armée, camouflage parfait, mais moi j'ai préféré aussi une autre notion, c'est imaginer des gants comme ça pour un chirurgien. Le chirurgien pourra ainsi opérer, il ne sera plus bloqué par ses doigts. Oui. Il pourra voir directement, voir à travers ses doigts, mais enfin... Ça, un plus beau destin que l'armée, en tout cas, pour une technologie. Oh oui. Tout à fait. Donc après, maintenant, si on est quand même la science dans les films, on va pas se mentir. Bon, ma pauvre science, elle se fait quand même bien maltraiter, la pauvre. Alors, donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. On va quand même mettre les choses au clair au niveau de la science. C'est que parfois, ça va être judicieux. Ou alors ça va être nécessaire pour pouvoir faire son fameux film. Bon, le voyage dans le temps, oui, est strictement impossible, surtout depuis qu'on a découvert la 5e dimension. Les calculs ont été faits, on ne peut pas voyager dans le temps. Je suis désolé, mais ça nous a permis d'avoir cette magnifique trilogie. Pour le moment, oui, on est bien bloqué en tout cas, mais on a eu cette magnifique trilogie. Sinon, moi, j'aurais pu arriver à l'heure, Retour vers le futur. Même comme ça, je suis sûr que tu n'aurais pas pu. Tu manques de graviton, mon petit, je t'expliquerai tout ça. Donc voilà, non, mais là, bon, on va partir, ok, c'est possible, on y va, et puis tant qu'à faire, autant prendre un engin qui a de la gueule, comme dirait Doc. Parce qu'à la base, il voulait faire ça avec un frigo quand même, donc zut, une DeLorean, ça fait mieux. Et du coup, le frigo, il l'a récupéré pour Indiana Jones 4. Commence pas à m'énerver. Après, vous avez aussi le trou noir, Gargantua, qui se trouve dans Interstellar. Alors celui-ci, voilà, si jamais on analyse vraiment ce qu'est un trou noir, en réalité, quand tu t'approches, ce qu'on appelle les photons, c'est-à-dire les particules de lumière sont absorbées.
elle perd de l'énergie. Et plus tu perds de l'énergie, plus tu vas dans le rouge. Et en réalité, les personnages qu'on allait voir devaient aller principalement dans toutes ces notions de rouge et voire même d'invisibilité. Donc je vous laisse imaginer la conséquence pour un film. Si vous ne voyez pas le personnage principal. C'est compliqué. Voilà, donc là, bien sûr que pour le cinéma, je vais accepter cette erreur. Après, si vous êtes à l'approche d'un trou noir, bon, vous avez tout ce qui s'appelle les phénomènes de marée et compagnie. En fait, la personne devrait être disloquée. Là aussi, ça va être dur de faire un film de sa longueur si le personnage meurt dès qu'il commence à arriver vers le trou noir. Bien sûr. Mais bon, tout ça, là, on peut l'accepter. Après, vous avez les erreurs de physique qui vont être validées, on va dire, par le biais d'une petite astuce ou d'un moyen scénaristique. Alors moi, celui que j'aime bien, c'est l'exemple de Mjolnir, le marteau de Thor. En fait, au tout début, donc il explique qu'il a été fait dans une étoile à neutrons. Alors, une étoile à neutrons, c'est un machin, mais massif, comme c'est pas permis. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas moi, un dé à coudre d'une étoile à neutrons, votre machin, il pèse plusieurs millions de tonnes. Donc, voilà, le truc quand même bien massif, hein. C'est dur de s'imaginer ça. Hein, oui. Ah non, mais c'est hyper violent. Et du coup, ça voudrait dire qu'en fait, le marteau a une masse supérieure à celle de la Terre. Par voie de conséquent, toute personne qui a plusieurs millions de kilomètres de Mjolnir serait attirée tout simplement par la gravitation. Donc, on se serait propulsé dessus, ça serait pas possible. Alors, il le joue par rapport à ça que quand... Voilà, si je pose Mjolnir, seul celui qui est digne peut le porter, voilà. Et tout ça, c'est parce qu'il y a Papa Odin qui s'est pointé, j'ai mis un petit peu de magie, hop là, scénar, on peut continuer. Mais... là, comme tu l'avais dit, le film risquait d'avoir quand même autre chose. Bon, après, oui, on avait parlé l'absence du bruit dans l'espace. Alors, oui, le son ne peut pas se transmettre puisque c'est mécanique, il faut impérativement de l'air, etc. D'ailleurs, Gravity avait joué là-dessus en disant, voilà, on l'a respecté. Ça donne vraiment un sentiment de... on n'est pas bien à ce moment-là. C'est vraiment très impressionnant. 2001 le faisait, par exemple, et c'est souvent pour créer l'oppression, justement. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive à côté, voilà, vous avez un astéroïde qui arrive ou n'importe quoi, vous ne l'écoutez pas arriver. Donc, par voie de conséquent, non, ça serait pas possible. Après, bon, pour en revenir à Star Wars, je veux dire, le vaisseau de Dark Vador, le son, juste magnifique. Oui, alors, on avait joué justement avec mon frangin, oui, on est fan, le dernier Star Wars. Quand il m'a dit tu veux essayer quel vaisseau, je l'ai regardé, il a compris. Il a pris le vaisseau de Dark Vador pour me le filer. On était dans l'espace, j'ai entendu le... Ah, mais j'étais content. C'est toi qui fais le bruitage. C'est moi qui fais le bruitage, oui. Et pourtant je l'ai détruite. Et bien en fait là c'était bon. Voilà, il me suffisait ça. Et c'est pas grave hein, si je suis dans l'espace. Mais voilà, ça donne un effet super cool. Après il y a aussi autre chose. Je m'en étais rappelé dans Star Wars. Aussi quand ils arrivent vers l'étoile l'étoile noire. Là c'était l'étoile noire. Ils disent on se met en position de combat, mode combat. Donc tu vois les X-Wing qui commencent à s'agrandir, qui deviennent des X et tout. Alors si t'es physicien, tu dis qu'est-ce que tu fais là ? Ça sert à rien. Il y a pas d'air. Voilà, t'as même pas besoin d'aile. Donc non, mais seulement ça fait un effet qui est juste magnifique. Tous ensemble là, qui se mettent en formation de combat, tu sens que ça, voilà, on va les casser du Stormtrooper. Donc là aussi. Après bon, vous avez là où je commence un peu à m'énerver au niveau de tout ça, c'est quand il y a un petit peu de mauvaise foi. Alors quand il y a un oubli, on va dire une maladresse, ou ceux qui n'en ont rien à cirer, hein, parce que voilà, il est important de mettre une nana avec une forte poitrine, parce qu'on ne peut pas s'occuper du scénario à ce moment-là. Ouais. Je parlerai de Michael Bay, bien sûr. Donc, après, il faut aussi reconnaître quand même qu'il y a une sacrée difficulté quand vous êtes scénaristique, réalisateur, c'est que si jamais vous créez une nouvelle physique, donc une partie qu'on va invalider par le biais de quoi que ce soit, tout le reste, on va le ressentir comme étant la nôtre. Alors j'ai un très bon exemple, c'est Doctor Who. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc dans Doctor Who, il navigue donc dans son TARDIS. Le TARDIS, il est capable de dilater l'espace-temps. Comme ça, on peut faire tenir tout un univers quasiment dans son TARDIS. Il peut se déplacer. Et à un moment donné, les Daleks avaient pris la Terre. Bon. Ok, c'est pas possible, mais c'est des Daleks. Allez, c'est pour le scénario, on y va. C'est les méchants. Voilà, c'est les méchants. Ouh, ils sont pas gentils. Donc, ils ont piqué la Terre. Après, il y en a qui disent de Trump, eux, ils piquent carrément la Terre. Hein, donc, ils ont caché. Et en plus, ils l'ont caché la Terre derrière d'autres planètes. C'est pas mal. Là, j'ai plutôt bien aimé. Donc, le docteur, vu que c'est le héros, il a tout défoncé. Il arrive à récupérer la Terre. Et là, j'ai vraiment bien aimé.
c'est qu'en fait, il emmène la Terre avec son TARDIS, mais sans câble. Il utilise tout simplement la gravitation. Et justement, la jolie nénette qui est avec lui, il dit voilà, mais comment tu fais ? Attends, cocotte, nous, on est les maîtres de la gravitation. J'ai dit mais c'est super. Oh là, c'est génial, c'est génial. Plan suivant, j'ai hurlé. Parce que plan suivant, ils sont sur Terre et je vois la Lune. Mais si la Terre n'est plus là, la Lune est partie depuis très très longtemps, puisqu'elle est retenue grâce à la gravitation de la Terre. Et là, c'est juste dommage, alors qu'il aurait juste fallu que le docteur dise « En fait, je vous ai ramené la Lune, hein, je vous en prie, pas de souci ». Il aurait été encore plus classe, et là, ça aurait été bien. Donc là, c'est un petit oubli. C'est dommage, c'est que non seulement ils pensent pas à ça, et en plus, ils mettent la Lune dans le plan. Ah ouais, mais là, c'était... Non, et ça veut surtout dire que, même sur des sujets comme ça, on fait relire ça à personne, quoi. Ouais. C'est surtout ça en fait qui est le plus grave quoi. Ce qui est la même chose pour les films sur la médecine etc. Mais enfin à un moment donné c'est juste allons voir des professionnels quoi. Donc justement parmi les professionnels un film que j'ai haï donc désolé je ne serai pas du tout objectif c'est La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il y a Tom Cruise dedans donc t'as pas d'ennemi en face de toi. Hein. On m'avait offert le DVD, c'est la première fois que j'ai piétiné un DVD. C'est vrai. Mais je t'aime. Ah non, c'est vraiment je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont adoré mais moi il me met hors de moi et ça commence dès le début avec les tripodes. Enfin, je veux dire quand t'as les tripodes ils arrivent. Bon, il y a une téléportation via des éclairs, les éclairs font une bombe électromagnétique. Pourquoi pas ? Hein, tant qu'à faire, tu mets une bombe électromagnétique, tout ce qui est électrique est fichu. Donc c'est vrai que l'armée et compagnie, on est fichu là complètement. Sauf que on a Tom Cruise. Tom Cruise, donc apparemment c'est lui le héros. Hein, tu l'as déjà dit 2 fois, on n'a pas le droit de le dire plus dans l'émission parce que je le hais. C'est vrai. Oui. Donc l'autre. Le scientologue, tu peux dire. Voilà. L'autre là, il arrive vers le gars là, qui comment on appelle ça les gars qui réparent les voitures. Garagistes, merci. Les garagistes. Le nom de tous les trous noirs, mais les garagistes. Exceptionnel. Le garagiste, c'est mâche pas ma voiture, comment que je peux faire ? Déjà, t'es garagiste. Hein. Bon, à un moment donné, qu'est-ce que tu demandes à Tom Cruise ? Je veux dire, à l'autre. Donc, et il lui dit, je t'en prie, change l'alternateur. Non, tu changes de voiture, complètement. Tout ce qui est électrique est fichu. T'as beau changer l'alternateur, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça m'a énervé. Ça, c'est une référence à ma voiture qui est foutue. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un tripode dessous. Voir Tom Cruise. Oh, putain. J'aimerais tellement la version mon pare-choc. Radio Cactus, ça clash. On va encore avoir des problèmes, Guillaume. Et après... ensuite, rien que le tripode. Bon, alors déjà, il sort, il est à 2 mètres du sol. Ça veut dire que personne, lors des fondations, n'a vu qu'il y avait un machin comme ça. Parce que dans le film, ils le disent, hein, qu'ils sont là depuis toujours. D'accord ? Donc déjà, ça commence à monter. Hein. Après, il y a le tripode qui sort. Bon, le tripode, il sort, c'est super, c'est chouette, c'est des effets spéciaux. En même temps, Steven Spielberg, vu le budget qu'il a, et son ami, George Lucas, lui a filé tout son matos, bah oui, c'est beau, ça je m'en doute. Le machin, il sort, et là, qu'est-ce que j'entends ? La corne de brume. Autrement dit, des extraterrestres, c'est le capitaine Haddock dans son navire. Hein, ça c'est clair. Voilà. Tu voyages dans l'espace et compagnie, tu utilises une corne de brume. Bah oui, il n'y a pas de souci. Alors que non, je sais pas, il y a les ondes radio. Enfin, je veux dire, si tu veux faire peur aux gens, je sais pas, sortez laser, ça sert à rien de faire bleu. Non mais donc là, voilà, ça m'a saoulé. Et après, vous avez aussi toute l'histoire où ils font tout péter dans tous les sens, etc. Et je sais pas, dans sa maison, il doit avoir du quadruple vitrage parce que les gamins n'ont absolument rien entendu. D'accord ? Ils sont à 200 mètres du truc qui pète dans tous les sens. Vas-y, que t'as des autoroutes qui explosent et compagnie. L'autre, il est plein de cendres des gens. Qu'est-ce qui s'est passé, papa ? Mais c'est pas... Enfin, consulte un ORL quand même, ma cocotte. Hein, là, Donc voilà, il y a d'autres trucs et après, vous avez le maître, Michael Bay. Alors lui, il en a rien à cirer de la science. Hein. Il est très important de mettre Megan Fox dedans. Le pire exemple que j'ai, moi, c'est Armageddon. Celui-là, il me met hors de moi. Et il est drôle le film. Du coup. Il est drôle quand t'as bu. Parce que sinon... Non, moi, et c'est surtout que c'est là, il y a une malhonnêteté de la part de Michael Bay. C'est-à-dire que le gars, quand vous regardez ses films, t'as l'impression qu'il dort avec un drapeau américain constamment. Je veux dire, Amérique, j'en peux plus. Mais quand tu vois dans Armageddon que t'as les Gus qui creusent des trous,
qui deviennent astronautes d'un seul coup. Enfin, le nôtre quand même, là, Thomas Pasquier, qui est dans l'espace, il lui a fallu quand même 7 ans de préparation. Il a été choisi parmi 8000 personnes. Oui, salut, coucou. Donc, voilà. Et là, non, juste parce que je suis Bruce Willis et puis j'ai mon black, parce que c'est important d'avoir un black chez Michael Bay. Tu sais pas pourquoi, mais il le faut. Donc, ah oui, excusez-moi, pour avoir des propos racistes, ça c'est du Michael Bay aussi. Mais... voilà, là il y a une vraie malhonnêteté là-dedans. Après, vous avez aussi l'histoire, donc il faut une bombe nucléaire. Tous les scientifiques vous diront surtout pas. Faut surtout pas mettre une bombe nucléaire là-bas dessus parce que on ne sait pas comment ça va se comporter dans l'espace, on ne sait pas quels sont les matériaux qui sont à l'intérieur, et puis surtout si jamais on scinde le truc en deux, c'est tout à fait possible qu'on ait encore plus de dégâts quand ça va rentrer dans l'atmosphère. Parce que pour rappeler le scénario d'Armageddon, c'est un astéroïde énorme. C'est ça qui va rentrer sur la Terre. Et ils veulent l'empêcher. C'est ça. Alors déjà ils l'ont pas repéré, déjà c'était mal parti. Ils le repèrent juste quand on ne peut plus faire autrement. Ouais. Voilà. Ensuite vous avez le magnifique tiens, pour aller sur l'astéroïde, passons par derrière. Bah oui, c'est le pire endroit. Donc c'est là où il y a toutes les particules qui traînent, etc. Alors que tous les scientifiques vous le diront, non, il faut mieux aller sur le côté. Je veux dire, Philae, pour la comète, elle est arrivée sur le côté. D'accord, pas par derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, vous avez le feu dans l'espace. Alors ça c'est magnifique. Pour avoir du feu, il faut avoir de l'air. Donc voilà, donc lui c'est la totale. Même l'attraction à Disney, elle est pas terrible. Alors, t'as qu'à voir. Mais regarde, rien que par exemple Transformers, je suis allé le voir sciemment parce que c'est toute mon enfance. J'ai adoré voir Optimus Prime sortir, etc. Bon, Megan Fox qui se met en avant pour pouvoir réparer. D'ailleurs, ma pauvre cocotte, tu vas avoir une scoliose en faisant comme ça. Mais bah non, mais voilà, moi j'étais surtout vu pour voir ça. Mais même comme ça, il arrive à se planter rien que pour les explosions. Parce que vous remarquerez que quand tu es un héros, tu es immunisé par l'explosion. Tu vois, tu as l'explosion à côté, mais tu passes à côté. Par contre, tu es un méchant, là, tu peux voler. Donc, voilà, ça, c'est les... Michael Bay. Ça, c'est du pur Michael Bay. Mais bon, après, si vous avez le scénario qui est bon, les erreurs qui sont utilisées à bon escient, validées par l'univers, voilà, on peut franchement voir des fois une délivrance quand on est scientifique, parce que justement, on peut aller à l'encontre de nos limites. La vitesse de la lumière, on ne peut pas la dépasser. Dans les films, on peut y arriver, on peut imaginer un petit peu comment est-ce que ça peut se passer. Et puis d'ailleurs, il faut quand même reconnaître que la communauté des fans de Star Wars, de Star Trek, voire d'autres, parce que je vais en oublier, il y a énormément d'enseignants-chercheurs qui sont à l'intérieur. Des gars qui ont fait des thèses, des gars qui ont peut-être eu aussi des prix Nobel. Ça peut arriver. Et qui ont peut-être eu envie de faire ça par rapport à Star Wars aussi. Moi, je pense que ça serait plus Retour à le futur. Ouais, je pense que ça serait quand même un peu plus Retour à le futur parce que lui, Star Wars, vraiment... mais en tout cas, voilà, la science-fiction en général. Quoi, non, mais Star Wars et compagnie, ça c'est clair, j'adore. Parce que ce que je disais aux auditeurs tout à l'heure, rappelle-toi de ton examen Star Wars. T'as carrément matière là-bas. Ça donne envie de faire de la science. Voilà, à réfléchir et tout. C'est vrai que c'est super impressionnant. Mais après, vous avez donc je me suis un petit peu renseigné quand même pour préparer aujourd'hui. Je suis allé faire un tour sur Internet, mais c'est impressionnant. Il y a un enseignant-chercheur d'astrophysique, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, mais il a carrément bossé là-dessus. Il a carrément bossé avec des calculs sensés et vrais. Quelle est la quantité d'énergie nécessaire à l'étoile noire pour pouvoir détruire Alderaan ? Voilà, donc il l'a calculé et tout. Donc moi, je suis allé faire mon petit tour sur Internet. Allez, vas-y, parce que quand j'ai vu l'étoile noire... Bon, ça veut dire qu'elle est grande, elle est massive. Le mec, il se promène tranquille à l'intérieur. Ouais, mais il y a de la gravitation. Et il y a des gars qui ont créé des plans complets de l'étoile avec les principes, justement. Il y a des inhibiteurs de gravitation, justement, des changeurs de gravitation. Bon, on peut le valider puisqu'on est dans l'univers Star Wars. Mais tout ça, voilà, ça fait du bien de voir ce genre de choses. Merci Belle beaucoup. Porosité en tout cas Merci, entre Franck, fiction et réalité. Ah oui, et puis du coup ça éveille plein de choses. Bon écoute, je crois que tu as gagné le droit de revenir régulièrement dans l'émission. Ouais. Non vraiment non, c'est juste intéressant. Et puis effectivement oui, le cinéma ouvre tellement de champs, c'est juste magnifique. C'était un de nos propos hier, c'était de dire qu'avec le cinéma on peut arriver à tellement de choses en fait. On peut parler de science avec le cinéma.